spécial d'abord parce que c'est la première soirée organisée par le CERF, hein, toute jeune association dont la vocation est de susciter, provoquer, soutenir ou diriger des recherches sur le haut potentiel intellectuel des adultes et des adolescents. Et ça passe bien sûr par des rencontres et des échanges. Cette soirée en est une belle illustration. Spécial aussi parce qu'organisé conjointement avec la Fête du Rhône, et nous devons des remerciements tout particuliers à sa présidente, Carole Loget, qui a largement contribué au succès de cette soirée. Vous êtes sans doute nombreux ce soir à connaître la FEP, Association française pour les enfants précoces, et qui accompagne parents et enfants dans le chemin parfois tortueux de la douance, qui organise dans le Rhône et au-delà énormément de choses pour les enfants et les parents. Des conférences de haute tenue. Nous avons la chance à Lyon d'entendre fréquemment le docteur Olivier Revol, et aux enfants, à leurs grands-parents et à leurs parents d'être accompagnés par Jean-François Laurent, ainsi qu'aux enseignants d'être formés notamment par Laurence Véfour pour un meilleur accueil du haut potentiel intellectuel dans les écoles et les collèges. Vraiment, Carole, pour tout cela, pour l'énergie que tu impulses dans la région, un grand merci. Spécial encore parce qu'en situation de confinement, ce qui représente une sacrée contrainte, mais aussi une formidable opportunité pour nous d'avancer, sans doute plus vite que nous l'aurions fait autrement. Nous avons dû apprendre de la technique, enfin un petit peu, et une manière de faire que nous n'avions pas expérimenté jusqu'ici. Un grand merci à Bruno Darcet de permettre, malgré les difficultés, la faisabilité technique de ce moment. Ça va tenir jusqu'au bout, allez, croise les doigts. Merci à nous deux modératrices, Carole Loget, dont nous avons déjà parlé, et Catherine Garcia, qui vont réceptionner, regrouper et me transmettre les questions que vous vous poserez tout au long de cette soirée. J'essaierai de les faire passer au mieux, mais je ne peux rien vous promettre. En tout cas, nous ferons de notre mieux. Spécial enfin, parce qu'honoré de la présence de Monique de Carmadec, qui nous a fait l'immense plaisir de répondre très vite et avec enthousiasme à notre invitation, et a su nous proposer d'orienter cette soirée vers la question du confinement, expérience singulière et nouvelle pour chacun d'entre nous, et qui va, par ce qu'elle va pouvoir nous apporter, nous accompagner face à ce défi et faire, là encore, de cette contrainte une opportunité. Voilà, alors Monique Carmadec, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, autrice de nombreux livres ayant notamment trait au haut potentiel intellectuel, mais pas uniquement. Votre avant-dernier livre sur un sentiment de solitude, que nous évoquerons sans doute ce soir, s'adressant, me semble-t-il, à un public bien au-delà de la question du haut potentiel intellectuel. Alors peut-être pour ouvrir l'échange, je voudrais vous proposer cette première question, si vous en êtes d'accord. Le confinement que nous impose le virus semble vécu de manière diverse. Par exemple, certaines personnes souffrent de solitude, regrettant de ne pouvoir rencontrer leurs amis ou familles comme à leur habitude, pendant que d'autres souffrent de ne jamais pouvoir être seuls, contraints de se confronter en permanence à leurs conjoints, familles, colocataires, etc. Comment comprendre ce paradoxe ? Effectivement, le confinement a un impact, mais un impact différent sur les uns et sur les autres. Et j'ai pu le constater avec mes patients que j'ai continué à suivre en ligne. Bien sûr, j'ai constaté que les conditions dans lesquelles nous allons vivre ce confinement va avoir un impact. Si nous le vivons seuls, si nous le vivons à plusieurs, avec qui le vivons-nous, les conditions matérielles aussi dans lesquelles on va le vivre vont être importantes. Et j'ai constaté, comme vous le soulignez, que dans les faits, les personnes pouvaient le vivre relativement confortablement et d'autres vont le vivre avec beaucoup d'angoisse et de grandes difficultés. Et donc il est important de se demander pourquoi, puisque
je dirais, ce vécu positif ou négatif est lié malgré tout à la personnalité de la personne. C'est pas uniquement lié à des conditions physiques, matérielles. Nous pouvons être plus ou moins prêts à vivre seuls, à vivre un temps plus ou moins long seul. Donc, c'est quelque chose que j'ai abordé dans mon livre sur la solitude. C'est-à-dire que certaines personnes connaissent cette possibilité d'une solitude positive et d'autres sont particulièrement angoissées lorsqu'il n'y a pas la présence physique de quelqu'un. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi certains le vivent de façon positive et d'autres pas? Je dirais que ça s'apprend à la solitude et de manière assez étonnante, ça s'apprend à deux. Nous l'apprenons dans notre petite enfance avec notre mère, qui tout d'abord est présente et constamment présente, puis peu à peu nous incite à jouer seul dans notre coin et puis à jouer peut-être dans une autre pièce. Et nous découvrons nos propres ressources face à cette distance. Si nous n'avons pas construit ceci de façon positive, il est évident que le jour où nous nous retrouverons seuls, nous allons nous angoisser, nous allons nous sentir particulièrement malheureux et nous déprimer. Alors, vous disiez à juste titre que parfois la solitude, tout au moins le confinement, pardon, peut être difficile parce qu'il y a une trop grande présence de l'autre. Si nous ne sommes pas confinés seuls, si l'autre a un mode de vie qui nous convient, ça se passera très bien. Mais si l'autre a besoin aussi de distance, cette proximité peut devenir très présente, très lourde et source de conflit. Donc dans les faits, les difficultés liées au confinement sont en fait des difficultés liées à notre façon de gérer la distance. Est-ce que nous allons la gérer de façon confortable ou est-ce qu'elle va peser? D'accord, la notion de distance va devenir importante. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément la notion de distance? Oui, tout à fait, parce que suivant, alors certains d'entre nous vivons le confinement avec plus ou moins d'espace. Ceux qui ont très peu d'espace et qui sont plus nombreux, par exemple une famille qui vivrait dans un espace restreint, va provoquer des résultats différents. Je parlais avant-hier avec une jeune femme qui devait se marier ce mois d'avril et qui a commencé ce confinement avec son futur conjoint. Au bout d'une semaine, elle lui a demandé de déménager et le mariage est remis en question. Ils n'avaient jamais vécu ensemble, et cette très grande proximité, cette découverte que non seulement il la vivait de façon différente, mais elle avait besoin de donner sens à ce temps où elle était en retrait, elle voulait contribuer d'une manière ou d'une autre. Son besoin de sens n'a trouvé aucune réponse chez son futur conjoint, qui lui était plutôt étonné de son désir d'être utile. Et puis il y a eu d'autres petits détails de vie commune qui ont été moins faciles à supporter. Et donc en fait, ce confinement, au lieu de les rapprocher, les a séparés. Je ne sais pas si c'est de façon définitive, mais les a séparés. Alors que d'autres vont vivre ce confinement en se sentant rapprochés, en apprenant à mieux connaître l'autre et vont faire de ce temps un temps de partage, un temps riche. Alors, c'est une observation qu'on a pu se faire avec ma compagne, en observant un petit peu ce qui se passe autour de nous, et notamment les patients qu'on peut avoir, puisqu'on est tous les deux psychologues. Ce contexte particulier de confinement éprouve les couples particulièrement, c'est-à-dire les met à l'épreuve en quelque sorte. Certains traversant des difficultés très vite, très importantes, d'autres semblant se renforcer au fil du temps dans cet isolement, se découvrir ou se redécouvrir
Tout à fait. et acquérir une sorte de sérénité, en quelque sorte, de manière presque inattendue, dans un sens ou dans l'autre. Comment on peut expliquer ça, ces chemins différents d'un couple à l'autre? Eh bien, je crois que le confinement sert de révélateur parce que dans la vie quotidienne, nous sommes très occupés. Nous courons à droite, à gauche, nous nous voyons, mais nous nous voyons pendant des temps qui sont, pour en finir, pas très longs. Et nous avons très peu de possibilités de véritable partage. Or, lorsque nous nous retrouvons confinés, non seulement nous devons trouver la bonne distance l'un par rapport à l'autre, mais tout d'un coup, nous allons découvrir si l'autre partage nos intérêts, si l'autre est un compagnon ou une compagne, je dirais, qui est à l'écoute, quelqu'un qui aussi fera preuve, j'allais dire, de créativité et qui va proposer de certains partages, va proposer cette possibilité de se rapprocher par soit des activités communes, soit par des conversations qu'on n'a jamais eu le temps d'avoir. Et c'est ceci qui va faire la différence. En fait, c'est un simple révélateur et de nombreux couples en font l'économie jusqu'à l'âge de la retraite, je dirais. Le moment où les enfants partent de la maison et où les deux sont maintenant ensemble à nouveau et doivent se redécouvrir car ils ont changé au travers des années. Et certains s'ennuient, d'autres se disent mais c'est merveilleux, on va enfin pouvoir faire des choses ensemble, mais nous allons aussi respecter le besoin de l'autre de faire des choses tout seul, parce que même dans 20 mètres carrés, nous pouvons tourner le dos à l'autre, nous pouvons nous consacrer à la lecture, à notre ordinateur, appeler des amis. Donc, tout est question de, j'allais dire, de respect de l'autre, d'empathie, de capacité à comprendre. Comment on peut arriver à trouver un espace dans 20 mètres carrés pour répondre à cette nécessité de s'isoler de temps en temps? Alors, j'ai une illustration très concrète par un jeune couple auquel je pense. Ils vivent dans un petit appartement à la Croix-Rousse, dans un quartier de Lyon. Ils sont étudiants tous les deux et l'un des deux m'a appelé un peu catastrophé l'autre jour. Ils n'étaient pas en train de s'entretuer, mais c'en était pas loin. Il y avait déjà un peu de sang sur les murs, disons. Oui, je l'imagine volontiers. Parce que le confinement va provoquer des conflits. On ne va pas pouvoir les éviter totalement. Alors, nous allons les gérer avec plus ou moins d'intelligence émotionnelle, bien évidemment. Mais il y a plein de raisons d'être en conflit, en fait. Parce que, comme on le disait, il y a l'impossibilité de s'éloigner de l'autre. Et cette impossibilité peut quand même être, je dirais, faire l'objet d'une négociation entre l'un et l'autre. Parce qu'il suffit de tourner le dos, de s'occuper à quelque chose et de ne pas être l'œil de Caïn qui est constamment sur l'autre, sur ses activités. Et puis, nous avons la possibilité de faire brièvement une course, de marcher, même si c'est de façon très brève, on peut profiter aussi de ces temps pour laisser à l'autre cet espace dont il a besoin. Moi, j'avais fait une petite liste des sources de conflits et j'avais trouvé que c'est vrai que l'absence de diversité sociale à laquelle nous sommes habitués pèse quand même. Même si nous aimons profondément la personne avec laquelle nous sommes, nous avons l'habitude d'avoir différents interlocuteurs. Cette absence peut être gênante, surtout si elle n'est pas, je dirais, comblée par des échanges sur Internet, par des échanges téléphoniques. Et puis, il est vrai que lorsque nous discutons, même avec quelqu'un que nous connaissons, que nous aimons bien, parfois nous aimons avoir le dernier mot, ou nous voulons absolument convaincre l'autre d'adopter notre point de vue. Donc, ça risque d'être très mal vécu par l'autre. Communiquer est important. Vous disiez tout à l'heure, comment peut-on trouver cet espace? Moi, je dirais que c'est d'abord la parole qui va nous permettre de trouver l'espace. C'est exprimer ce que l'on ressent, son angoisse, ses difficultés à vivre le confinement, ses peurs. Mettre des mots va permettre aussi de découvrir que peut-être l'autre vit la même chose que nous.
que l'autre est capable d'écoute et donc nous ne serons plus aussi seuls dans nos craintes et dans nos peurs. Si nous sommes confinés seuls, à ce moment-là, nous allons dépendre totalement du téléphone et d'Internet pour trouver les interlocuteurs, et il faut impérativement sortir de cette solitude totale et pouvoir garder un contact, sortir d'une solitude qui en plus est majorée par un isolement. Pourtant, beaucoup de personnes, j'allais dire des plus jeunes, mais pas forcément, Oui. Considèrent par les contacts qu'ils peuvent avoir avec Internet ne pas être seul. Au contraire, avoir une vie sociale très riche et ne pas avoir besoin de sortir. Alors, on a tellement décrié, on a tous dit qu'Internet posait problème, que c'était quelque chose qui nous coupait de la vraie relation, d'une relation profonde avec l'autre, que les amitiés sur Internet n'étaient vraiment pas la même chose que les amitiés dans la vie courante, dans la vie réelle. Mais nous découvrons aujourd'hui, malgré tout, que ce support est fondamental. Déjà, ne serait-ce qu'avec les relations établies, avec ceux qui sont à distance, que ce soit nos parents, nos enfants, nos amis. Je crois qu'on a trop décrié Internet. C'est la mauvaise utilisation d'Internet qu'on devrait décrier. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même des points très forts. Et puis, mais j'ai oublié une partie de votre question. Là, vous pourriez me rappeler, parce que je pensais à l'échange Internet, comment on pouvait... Oui, vous parliez à la fin de votre intervention précédente de la nécessité de sortir de cet isolement dans lequel on peut se mettre derrière un écran. Et je rebondissais en faisant remarquer que les personnes qui peut-être restent le plus derrière leurs écrans ont le sentiment d'être au centre d'un réseau d'échanges et de communication qui, au bout du compte, les dispense tout à fait de sortir, aller voir que ce soit à l'extérieur. Ça peut arriver. J'ai une jeune patiente notamment qui a 16 ans maintenant, qui vit qui suit sa scolarité via le CNED et qui vit de manière totalement décalée parce qu'elle trouve assez peu d'intérêt à ses congénères quand elle les rencontre. Elle a d'excellents amis en Amérique du Sud, en Syrie, en Allemagne, etc., avec qui elle a des vrais échanges. Elle ne pense ressentir absolument pas un sentiment de solitude ou d'isolement. Alors là, vous soulignez quelque chose qui arrive à certains jeunes précoces ou à certains jeunes adultes surdoués, c'est-à-dire ceux qui ont eu du mal à vraiment trouver des relations satisfaisantes, que ce soit à l'école, que ce soit au moment de leurs études ou dans leur première vie professionnelle. Et ces personnes, c'est vrai, par le biais d'Internet, peuvent garder une relation et des échanges avec d'autres qui partagent leurs intérêts, qui partagent, je dirais, leurs passions, qui leur ressemblent plus. Mais là, nous parlons d'un groupe qui est à la limite parfois d'une coupure avec la société extérieure et qui va se contenter de ceci à défaut de pouvoir trouver dans l'immédiat à l'extérieur des garçons et des filles ou des hommes et des femmes avec lesquels ils auront le plaisir de parler, l'intérêt de parler, écouter l'autre qui apporte et qui enrichit par son partage de ses lectures, de ce qu'il a vu, de ses expériences de vie. Fort heureusement, tous les surdoués ne font pas ça. Il y en a quand même aussi qui sortent et qui sortent d'Internet. J'en connais aussi. Voilà. On trouve trois cas de figure. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont vraiment une vie très solitaire et très repliée sur eux-mêmes. Et je pense que ce sont peut-être ceux qui, pour l'instant, souffrent moins de cette impossibilité de sortir parce qu'ils avaient déjà une vie assez équilibrée avant. Ceux qui sont entre les deux, là, qui se servaient d'Internet, qui avaient des amis, peuvent, eux, trouver une petite frustration parce que effectivement, ils pouvaient avoir besoin de la présence physique de l'autre et cette satisfaction-là n'est pas comblée par la présence sur Internet.
C'est autre chose, c'est d'une autre nature. Et puis, bon, et puis il y a ceux qui sont vraiment à l'aise. Alors ceux-là, je dirais, ne connaissent pas les mêmes souffrances de solitude que les deux premiers cas peuvent connaître. Hein. Ils savent établir des relations, ils ont des relations satisfaisantes, et ils savent faire la différence entre une relation superficielle, passagère et courte, et une relation profonde. Moi, j'ai des personnes qui me disent là avec notre confinement, je parlais avec une jeune femme médecin en Suisse aujourd'hui, qui me disait de façon étonnante et qui essayait de mettre des bémols pour ne pas avoir l'air arrogante. Elle me disait au fond, je suis en train de découvrir que je ne peux pas parler avec satisfaction avec tout le monde. C'est une jeune femme surdouée. Je ne peux pas parler avec satisfaction avec tout le monde et je pense qu'après ce confinement, je serai plus attentive au choix de mes relations. Parce qu'aujourd'hui, je découvre toute une richesse possible par le choix qui s'est effectué que je n'avais pas avant. Est-ce que, de ce que vous pouvez observer, le contact physique vous semble indispensable? Le contact physique est important, nous le savons. Nous savons que ce contact... D'abord, c'est une des premières choses dont se plaignent les personnes âgées. Vous l'avez certainement entendu dire avec des patients plus âgés. Ce que je déplore le plus dans ma vie aujourd'hui, c'est que je n'ai plus de contact physique. Ils vont faire des massages, ils vont dans certains contextes où il y a enfin cette possibilité de se toucher. Et c'est amusant parce que cette semaine, j'ai participé à une émission de radio où le sujet retenu était comment peut-on montrer son affection, son amour, sans embrasser l'autre et sans toucher l'autre. Alors, il est vrai qu'il y a plusieurs petites choses. Il y a le contact oculaire, il y a les attentions, il y a la façon d'écouter, de montrer qu'on a entendu, de reprendre les mots de l'autre, de tenir compte des conseils de l'autre. Mais bien sûr, ça ne remplit pas, ça n'est pas exactement la même chose que la main posée sur l'épaule ou la main posée sur la main, pour ne pas parler de la joue sur la joue. D'accord. Quand je parle de contact physique, c'est une suggestion qui m'est faite par des personnes qui assistent à nos échanges. Oui. Est-ce que le fait de voir le boulanger, la caissière du supermarché, Oui. le boucher, l'épicier, enfin, est-ce que ça va être des choses qui vont nous apporter ou est-ce que nous avons une multitude de contacts en fait. On a des degrés très différents de contacts dans notre quotidien. Il y a le bonjour que l'on peut dire à son marchand de journaux. Il y a peut-être la boulangère avec laquelle on a échangé de façon un petit peu plus profonde et on prend des nouvelles des enfants ou de la famille ou je ne sais. Et puis il y a ceux avec lesquels on va vraiment consacrer un temps de parole, d'échange. Nous avons besoin de tous ces contacts, les plus superficiels aux plus profonds, et être privé de certains, bien évidemment, apparaît comme un appauvrissement de notre vie. Et c'est quelque chose que nous attendons avec impatience au moment de retrouver les autres. Mais moi, je trouve que la communication qui a été faite sur, je dirais, la contamination possible, a beaucoup insisté sur le danger que représentait l'autre. Et je trouve ça un petit peu dangereux parce que ça induit un comportement un petit peu parano. J'ai certaines personnes qui disent maintenant dans la rue, quand je croise quelqu'un, je m'arrête de respirer. L'autre est devenu dangereux au lieu de pouvoir concevoir que l'autre est aussi quelqu'un pour lequel nous pouvons avoir une action positive, nous pouvons contribuer à chercher à ne pas le contaminer. Nous sommes dans un échange positif lorsque nous respectons les consignes. Ça m'apparaît être important, plutôt que de vivre au jour le jour le fait que l'autre est celui qui peut m'envoyer à l'hôpital et en réanimation. J'ai ressenti au début de tout ça, le fait de voir des personnes s'écarter de moi quand je marchais dans la rue, comme une agression, littéralement. Il a vraiment fallu que je me raisonne pour me dire non, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais je l'ai vraiment ressenti comme une agression. Comment on peut expliquer ça ? Tout à fait.
Mais je crois que dans notre mode de vie français, de toute façon, j'ai vécu aux États-Unis de nombreuses années et on n'a pas le même contact physique avec l'autre, on n'a pas la même proximité physique. Je crois qu'il y a, suivant les cultures, il y a plus ou moins de contact et de proximité avec l'autre. Nous sommes habitués, si nous ne nous serrons pas la main, nous nous embrassons quand nous nous voyons. Nous sommes proches, quand nous allons dans les cafés, nous sommes assis les uns à côté des autres, dans les restaurants, c'est pareil. Nous ne fuyons pas l'autre. Et là, nous découvrons, et je comprends votre, j'allais dire, votre inconfort, nous découvrons que tout d'un coup, l'autre peut avoir modifié son rapport à nous, à son voisin, et voire même à des personnes de sa famille. Parce que dans les couples, et ça aussi c'est un révélateur du couple, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un lors d'une interview, l'impact du confinement sur la sexualité du couple. Parce que la proximité physique, a servi quelque part à montrer que tous ceux qui étaient proches sont restés proches, ils n'ont jamais craint que leur conjoint puisse être un vecteur de contamination. Et ceux qui avaient des problèmes ont utilisé avec une certaine aisance le virus comme raison pour rester à l'écart. Hein. Donc ce virus, je trouve, oui, est à prendre au sérieux, mais en même temps peut être utilisé à des fins très différentes. J'entends bien, j'entends bien. Voilà. Une personne nous parle de contraintes de resocialisation à la sortie du confinement, au sens strict du terme, c'est-à-dire sur la nécessité de réappréhender les normes et les valeurs groupales, afin d'intégrer ou non les groupes au bout du compte. Oui, je pense que c'est une question importante, parce que pour tous ceux qui s'imaginent qu'on va appuyer sur un bouton et qu'on reviendra tout de suite à une situation de vie comme avant, je pense que ceux-là vont être déçus. Il va y avoir un temps de on va devoir réapprivoiser. Réapprivoiser, merci. On va devoir. Voilà, tout d'un coup, c'était un mot que j'avais du mal à trouver. Et c'est pourtant très important. D'abord parce que nous allons devoir, dans un premier temps, respecter quand même une certaine distance. Puis nous allons devoir nous assurer que nous pouvons à nouveau faire confiance comme nous le faisions avant de ne plus penser du tout à se protéger. Je pense qu'il y aura tout un temps. Donc moi je dirais qu'on va réapprivoiser cette sortie. Il est important que nous puissions la faire avec nos plus proches pour commencer, ceux avec lesquels il va nous être beaucoup plus facile d'être proches physiquement. Parce que spontanément, nous aurons envie d'aller vers eux. Après, le bain de foule, moi je vois certaines personnes qui me disent « Oh, le jour du déconfinement, si je dois aller au travail, je marcherai au travail, je ne suis pas sûre de prendre les transports en commun. » C'est-à-dire l'idée d'une foule et d'un groupe trop proche va rester pendant quelque temps vécu comme quelque chose de dangereux. Donc, prenons le temps, réapprivoisons la situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant de mal ce soir avec ce mot, alors que je trouve que c'est un mot parfait. Ce sera un des mystères de la soirée. Oui, je vais y penser après, vous pouvez être sûr, hein, je vais me questionner. Je n'en doute pas. Dans le contexte actuel, beaucoup de personnes sont amenées, et sans doute par la suite, à être en télétravail. Donc, dans une situation où on est à la fois avec les autres, avec ses collègues, et en même temps très isolé. Il y a une personne qui est en télétravail depuis le début du confinement et qui se sent très isolée de son entreprise, avec presque une crainte de reprendre le travail comme elle l'entend. Et je pense à une autre personne que je continue de voir pendant le confinement, qui a démarré un travail, un nouveau travail, donc à distance. Ce qui lui convient très bien parce que généralement dans ces emplois, ça peut être la proximité de ses collègues
peut lui poser souci. Donc on a deux situations un peu extrêmes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous les éclairer? Alors, je pense que là, à nouveau, on a un révélateur de la qualité des relations qui pouvaient peut-être exister sur le lieu de travail avant. Parce que j'ai vu plusieurs cas de figure. Effectivement, j'ai vu d'abord ceux qui télétravaillaient, qui avaient gardé de très bons rapports avec l'équipe, d'abord parce qu'ils avaient une équipe soudée, et puis aussi parce qu'ils avaient des managers assez positifs, qui avaient inventé le télécafé le matin ou le télécafé après le déjeuner, où de manière informelle, toute l'équipe pouvait échanger. Ce n'était pas pour travailler, mais c'était pour garder le lien de l'équipe. Et j'ai trouvé que c'était une très belle initiative. Après, lorsqu'il y avait des conflits, des relations plus difficiles dans le groupe, et où peut-être les managers ont été moins attentifs à comment consolider une dynamique et une dynamique positive dans le groupe, c'est vrai que des difficultés sont apparues. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit, oh là là, nous avons une réunion d'équipe et c'était pire que jamais. Quand un tel a parlé, je n'en pouvais plus. J'ai même commencé à me sentir anxieuse. C'est comme si en fait cette présence de cet autre plutôt négatif dans son confinement était du trop. C'est comme si on avait amené du négatif de l'extérieur et qu'on avait envahi cet intérieur où il ne supportait pas la présence de cet élément négatif. Donc, je crois là qu'il faut attirer l'attention de tous les managers d'équipe parce qu'ils jouent un rôle fondamental. Ils sont malgré tout là pour essayer de maintenir quelque chose, de positif. Vous me semblez ainsi illustrer une nuance qui est proposée par une des personnes qui nous suit, qui préfère parler de distanciation spatiale au lieu de distanciation sociale. Oui, tout à fait. Oui, parce que je dirais, même Internet peut amener une présence trop forte, trop lourde de l'autre. Tout va dépendre comment l'autre va s'exprimer, de la place qu'il va tenir. J'ai par exemple une patiente surdouée qui a eu une réaction très phobique au pré-confinement. Au moment du pré-confinement, je dois dire qu'elle travaille dans un secteur de la santé où son entreprise fabrique des respirateurs et où l'attitude de certains collègues, l'attitude commerciale de certains collègues ont tout de suite suscité une angoisse majeure chez elle, ne supportant pas ces valeurs, ces valeurs humaines ont été mises à mal par ce regard commercial sur quelque chose qui s'avérait vital. Et ça l'a mise réellement en difficulté, alors que, au contraire, elle était très heureuse de travailler et de continuer à travailler car elle se sentait utile. Alors, une personne s'interroge sur l'hypocondrie du haut potentiel dans ce contexte anxiogène. Alors, fort heureusement, tous les hauts potentiels ne sont pas hypocondriaques. Mais il est vrai que plus on s'informe, plus on lit, et nous le savons tous, même les étudiants en médecine, lorsqu'on commence à lire en détail les descriptions de certains symptômes, de certaines maladies, on peut craindre. Le nombre de personnes qui, ayant une certaine oppression liée à l'angoisse, ont craint d'être atteints du coronavirus, parce qu'ils avaient une difficulté à respirer. J'ai certains patients qui ont effectivement téléphoné à leur médecin qui, après leur avoir parlé, leur ont dit, écoutez, c'est de l'angoisse, il faut prendre quelque chose, mais vous n'avez pas de problème respiratoire grave, mais ils ont eu besoin de passer par une téléconsultation avec leur médecin. Oui, nous avons les surdoués ont d'abord tendance à beaucoup s'informer, ont une imagination galopante, sont capables de fantasmer toutes sortes de possibilités
Et je crois que là, plus que jamais, lorsqu'ils sentent que ça va trop loin et que ça suscite une angoisse trop forte, c'est vraiment de parler à quelqu'un d'autre. Pas seulement de parler à son médecin, mais aussi peut-être de parler à une ou deux personnes de confiance pour pouvoir se désangoisser, pour pouvoir réfléchir, se dire qu'on a pris des précautions, qu'on fait attention, qu'il n'y a pas de peut-être de raison majeure d'être inquiet dans ce moment-là. Si on considère qu'il y a eu un contact dangereux, ne pas hésiter à appeler son médecin. Oui, j'ai croisé un petit article qui avait été relayé par une collègue de la PIRAF, pour autant que je me souvienne, une association de psychologues du travail. Un petit article sur la manière dont l'angoisse se fabriquait. On entend parler de difficultés à respirer, du coup il y a une zone du cerveau que j'ai oubliée qui est activée, une hypervigilance qui se met en place et du coup on a du mal à respirer, ça y est, on a le... Tout à fait. Oui. J'ai une question qui revient sur les notions de solitude. Alors, je vous laisserai répondre comme vous l'entendez, peut-être en faisant quelques digressions du côté de Winnicott. Comment peut-on apprendre la solitude pleine et heureuse dans notre monde contemporain tel que on l'a décrit tout à l'heure et qui nous laisse assez peu d'espace pour être seul si on veut l'éviter, si on veut... Alors, si on n'a pas appris cette solitude positive progressivement dès la petite enfance, d'abord il est important de savoir que ce n'est pas une fatalité et que c'est quelque chose qui est susceptible de changer. On peut apprivoiser, ça y est, je l'ai dit sans dommage, on peut apprivoiser la solitude déjà en, je dirais, en réinvestissant certaines activités pendant des temps peut-être limités au départ, mais en se donnant cette possibilité de temps pendant lesquels on va s'autoriser à entrer en soi. Je crois que l'affairisme, je dirais cette course à l'action, à l'activité, est très souvent une lutte contre une angoisse que nous essayons de masquer. Plus nous sommes occupés, moins nous aurons l'occasion de penser. Or, il est important que nous prenions du temps, que nous prenions ce temps. Certains vont essayer de le faire par la méditation, d'autres vont le faire en faisant du yoga, d'autres vont le faire... Je veux dire, nous pouvons utiliser des supports différents pour apprivoiser ce temps où nous allons essayer d'entrer en nous, de nous reconnecter à nos ressentis, à nos pensées, de nous poser des questions fondamentales sur notre vie, notre place dans cette vie et sur le sens que nous pouvons lui donner. C'est vous semble-t-il, un chemin qu'on peut mener seul. Il n'est jamais trop tard. Oui. Alors, certains vont arriver peut-être à le faire seul, d'autres vont le faire parfois par le biais d'une rencontre, c'est le hasard, on rencontre quelqu'un qui a une certaine sagesse intérieure et qui va nous guider, nous permettre de vivre de manière peut-être moins craintive ces moments de solitude, parce qu'il ou elle nous montre que ce sont des moments riches pendant lesquels il ou elle a été productif, où il ou elle a pu être heureux. Et si vraiment nous avons du mal, il n'y a pas de honte, on peut consulter, on peut demander, je dirais, l'avis d'un psychologue, l'avis même de son médecin traitant, si notre médecin a l'habitude de nous écouter assez régulièrement. Je crois que l'essentiel pour sortir de la solitude, c'est ce premier pas que nous allons faire vers un autre et où on va parler de ce que nous ressentons, où on va parler de notre souffrance ou de nos difficultés, et on aura déjà socialisé notre souffrance, on aura déjà franchi la première étape. Après, les autres, on les franchira une après l'autre. Il ne faut pas se dire je vais dans la foule et je parle au premier venu, parce que ça ne marche pas comme ça. Le fameux conseil sors et fais-toi des amis, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Pour commencer, nous devons nous demander comment avons-nous contribué à cette solitude. Est-ce que nous avons des préjugés, des
a priori sur les autres? Est-ce que nous avons des craintes qui ne sont peut-être pas justifiées, craintes de rejet, qui font que nous nous sommes petit à petit retirés du monde, nous nous sommes retirés de contacts, de liens satisfaisants? Et puis, à partir de cet examen sur soi et comment nous avons pu contribuer à cette solitude à notre insu, nous pouvons après chercher à mieux comprendre, à écouter l'autre. Parce que pour sortir de la solitude, nous devons écouter l'autre. Il ne suffit pas d'aller lui parler, il suffit aussi que le lien s'établisse et l'échange s'établisse. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a le questionnement sur soi-même, l'écoute réelle et active de l'autre, ne pas l'interrompre, ne pas lui donner l'impression qu'on a déjà compris et on a la réponse. Et j'ai été amusée parce qu'on le fait tellement facilement que quelqu'un me posait une question l'autre jour lors d'une interview et j'ai interrompu la personne pour lui donner sa réponse. Je dis, voyez, vraiment, nous pouvons être bien intentionnés et quelque part avoir ce geste maladroit qui va nous couper de l'autre. Alors on peut être seul et surdoué sans seul avec les autres aussi, ça c'est quand même important de dire. On est dans un groupe et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? C'est pas possible avec ce besoin de bouger, de partir. Et là, peut-être avant de partir, essayez maintenant quand même quelques petits contacts, essayez d'écouter l'autre pour voir si, en écoutant ce qui se dit, nous arrivons à rentrer dans la conversation. Parce qu'une fois que nous y sommes, la partie est gagnée. On va pouvoir parler, on va pouvoir trouver des sujets d'entente. J'ai des personnes qui me parlent de crainte de la fin du confinement. Oui, je comprends. Et notamment du retour du bruit. Oui, alors première chose, enfin, il n'y a plus ce bruit de circulation, ce bruit de la rue, ce bruit. C'est vrai que l'hypersensibilité, ça c'est vrai de tous, un grand nombre de surdoués et d'autres personnes sont aussi très sensibles. Le bruit est un des premiers facteurs de gêne. Les personnes qui vont dire c'est comme s'il y avait on forçait en eux quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir et le bruit est tout de suite mentionné. Alors, gardons-nous des plages de silence, bien évidemment. On va retourner vers l'extérieur, on va être en contact avec d'autres, mais gardons ce que le confinement nous a appris, gardons ces moments où nous avons pris soin de nous-mêmes, où nous avons pris du temps pour nous. Ça va faciliter. Oui. Au bout du compte, cette situation de confinement peut représenter à la fois une opportunité d'un contact avec soi-même. Elle nous apprend beaucoup de choses. Moi, je crois vraiment que c'est un moment où nous pouvons nous découvrir, où nous pouvons découvrir les autres, ceux qui sont avec nous, hein. Les autres plus à distance. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit « Oh là là, je ne m'attendais pas, j'ai reçu un message, un appel téléphonique de quelqu'un dont je n'ai pas entendu parler depuis longtemps. Et je croyais que certaines personnes que je pensais très proches m'appelleraient, prendraient mes nouvelles, elles ne le font pas. » Donc, je dirais, on découvre des choses sur soi, sur les autres. Moi, je crois aussi que ça nous permet de re-questionner nos valeurs et de nous demander ce que nous voulons pour cette vie future. Est-ce qu'on va fonctionner de la même manière? Et le confinement nous y a obligés d'une certaine façon. Il nous a fait découvrir des choses, nous a fait découvrir l'importance de l'autre, du fait qu'on était interdépendants pour notre bien-être et pour notre sécurité. On ne l'aurait pas su avant. Regardez, on est dans une société où on est tout le temps dans le moi. Je réussis, je fais ci, je fais là. Bien. Mais est-ce que parfois, ça n'est pas au détriment de la qualité des liens que nous avons avec les autres? Et aujourd'hui, nous avons découvert qu'ils étaient fondamentaux. Y compris des liens de proximité, comme les voisins du palier. J'ai une jeune patiente qui aime faire des biscuits
Elle a fait des biscuits pour tous ses voisins. Elle a fait des biscuits qu'elle a mis dans des petits sacs en plastique, elle a posé sur les paillassons, et puis elle a mis un petit message aux voisins en disant « J'ai un petit quelque chose pour vous si vous ouvrez votre porte ». Je veux dire, oui, nous pouvons devenir conscients de la présence de l'autre et de ce que nous pouvons faire pour l'autre. Moi, j'ai trouvé merveilleux son histoire de biscuits. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir comme voisine. Ah, moi aussi, parce que je sais qu'elle est très bonne cuisinière. Tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Oui, la question, une question liée au télétravail qui revient dans Oui. ce contexte de confinement, qui a propulsé le télétravail à la maison de manière un peu brutale. Oui. Et cette confusion des zones Tout à fait. de travail, de zones intimes, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer par rapport à cette situation assez difficile pour certains, je pense? Oui, tout va dépendre de... alors, d'abord, pour certains, le télétravail a permis de structurer les journées, a permis de ne pas reperdre de repère dans le temps, de ne pas reperdre de liens, de ne pas... Donc, pour certains, ça a vraiment été positif. Ils n'ont pas vécu le travail venant à la maison et sur leur ordinateur comme une intrusion de leur espace personnel. Mais je peux comprendre que d'autres, effectivement, aient eu ce sentiment-là. Alors, tout va dépendre si dans le télétravail, il y a accès à la vidéo ou simplement à ce qui est écrit ou au téléphone, parce que la vidéo est beaucoup plus intrusive. Je me rends compte que certaines personnes veulent bien communiquer, mais on communique sans l'image, donc on ne voit pas leur intérieur. Ce n'est quand même pas anodin de l'appeler notre intérieur. Et on ne pénètre pas dans une intimité matérielle et physique. Donc si les réunions d'équipe se font effectivement de façon, je dirais, visuelle, certaines personnes peuvent se sentir... À ce moment-là, moi, je leur dis, mettez-vous contre un mur blanc, mettez-vous contre une porte, choisissez un coin qui va permettre de garder privé, personnel, votre espace, même s'il est très petit. S'il y a un ordinateur de travail sur lequel vous faites votre travail, bien, et utilisez votre ordinateur ou votre téléphone personnel pour vos contacts beaucoup plus personnels. Essayez de diviser si vous en ressentez le besoin. La nécessité de bien séparer les choses en quelque sorte. Voilà, en fonction du besoin de la personne. Hein. Alors, il y a quand même une chose qui est très importante, je ne sais pas si vous avez eu des questions, ce sont quand même les enfants. Et nos petits précoces, là, ceux qui posent 10 papas, 10 mamans, 36 000 questions toute la journée, et qui ont besoin qu'on les occupe, et qui... moi, j'ai des parents, entre guillemets, célibataires. Être seul à la maison et gérer le télétravail et un enfant qui, bien évidemment, va être très demandeur, n'est pas très simple pour les personnes. Je ne sais pas si certaines vous ont posé des questions, mais il est vrai qu'il faut mettre tout de suite des règles de vie pendant cette période de confinement avec nos enfants, des règles qui vont leur montrer que chacun a besoin d'un espace et que cet espace doit être respecté. Que oui, on va pouvoir faire plus ensemble. Oui, on va vivre une relation plus profonde, on va mieux connaître nos enfants et nos enfants vont mieux nous connaître, mais que ce ne soit pas l'occasion du tout et n'importe quoi qui deviendra rapidement invivable et source de conflit. Les enfants peuvent aussi faire leur petit truc de gymnastique avec une vidéo, ils peuvent être occupés à leur travail scolaire, ils peuvent être occupés à différentes choses et ne pas nécessiter l'attention 25 heures sur 24 des parents. Justement, une question, alors à la fois à propos des enfants et à propos de la connaissance de soi. Oui. Cette situation qui impose des rythmes de journée un peu différents, et puis loin de l'école, donc avec du travail scolaire qui prend moins de place. Et pensez-vous que cette connaissance de soi, découverte d'une vie intérieure et celle de l'autre pourrait être abordée
à la maison ou par la suite dans le système éducatif, dans le sens d'une sorte d'éducation à soi-même en quelque sorte. C'est un projet intéressant parce que effectivement, je crois que dans l'éducation, mais ça me paraît être d'abord de la sphère de la famille, Oui. mais l'éducation est autre chose que la mémorisation d'informations. Nous avons aujourd'hui différentes sources qui peuvent nous apporter l'information. Et je pense que c'est une bonne occasion pour bon nombre de parents de montrer à leur enfant que si nous avons vécu dans un monde très matérialiste, mais en fait, on peut très bien vivre avec très peu de choses et vivre de manière tout à fait satisfaisante sans aller acheter chaque jour quelque chose de nouveau, sans chercher à avoir telle marque, tel objet ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a de multiples sources d'enseignement sur, au fond, qu'est-ce que c'est que mener une vie heureuse? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que c'est la béatitude en continu, ce qui n'existe jamais? Est-ce que ce sont des moments, et des moments que nous devons reconnaître, identifier? Le bonheur, ça peut être le matin, ouvrir sa fenêtre, sentir le soleil sur son bout de nez, le vent, voir les fleurs ou les feuilles bouger. Je veux dire, permettre de partager aussi avec ses enfants ce que nous vivons comme source de bonheur. Et comme source de bonheur, j'ai envie de dire gratuite. Mais tout ça au travers du ressenti, au travers de ce qui est personnel, mais qui se partage aussi dans le ressenti. Et puis de bien montrer que il est essentiel d'avoir du temps pour penser. Et pas simplement rédiger les réponses aux questions de la maîtresse ou réciter la leçon apprise par cœur. Et ça, on ne le fait pas encore assez à l'école. Apprendre à penser, apprendre à questionner, apprendre à... je dirais, dans certaines écoles, il y avait eu un truc expérimental qui avait été fait avec des enfants précoces. Je sais que ça n'a jamais été généralisé, mais le fameux problème qu'on nous donne avec tout l'énoncé. Et puis, un jour, il y a un enseignant qui a eu l'idée de donner la réponse et de dire, bon, et si chacun essayait de construire un problème à partir de cette réponse? Hein? Ça, c'est une idée parmi 5000 autres. Mais ce que je veux dire, c'est, sans même aller jusqu'aux questions existentielles, montrer à nos enfants que il y a mille et une manières de penser à quelque chose, de penser à partir de quelque chose. Et que c'est ce qui fait notre richesse d'être humain. Et c'est aussi ce qui nous amène à nous poser des questions existentielles. Pourquoi sommes-nous là? À quoi ça sert? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi certaines personnes sont très croyantes, d'autres le sont moins? Moi, je me souviens encore avec beaucoup de, j'allais dire, j'étais très touchée par c'était une enfant précoce qui était venue me voir et qui avait perdu son grand-père dont elle était très proche. Et ses parents qui étaient croyants lui avaient dit, tu sais, il ne faut pas trop s'angoisser pour la mort parce que nous nous retrouverons un jour, ce n'est pas la fin de tout et tout ça. Et puis elle continuait toujours aussi angoissée. Et puis je la reçois en entretien et elle me dit, mais mes parents n'ont pas pensé à une chose. Quand ils vont mourir, si moi je suis jeune, mais quand je vais être une vieille dame et qu'on va se retrouver, comment ils vont me reconnaître? Bon, je veux dire, parfois nous pensons que nous avons une réponse évidente à quelque chose, et ce sont nos enfants qui nous permettent de découvrir que dans les faits, de nombreuses autres questions peuvent se poser, et que, pourquoi pas essayer de les envisager ensemble, ce qui va permettre peut-être d'endiguer une part d'angoisse avec laquelle nous restons parfois seuls. Et donc, si on veut accompagner nos enfants dans cet apprentissage de la réflexion, ça va être par l'échange, le dialogue, on peut le faire. On peut le faire parce que vous prenez n'importe quoi. Vous prenez une tasse posée sur une table et vous mettez debout, vous regardez la tasse debout, vous la regardez allongée par terre, vous la regardez assis à côté, vous la regardez loin, vous la regardez près. Et vous allez dire à votre enfant, ben voilà, si tu dois me décrire ce que tu as vu, tes descriptions vont être très différentes. Et bien parfois, c'est ce qui se passe par rapport à l'information que nous recevons du monde extérieur.
la même chose va être racontée de manière différente. Et c'est important pour toi que tu puisses t'informer suffisamment pour avoir différents points de vue, essayer d'apprécier la qualité de l'information que tu reçois. Mais il y a une chose que les parents oublient, c'est que pendant le temps de confinement, nous sommes des modèles. Il ne suffit pas simplement de faire la leçon, de donner de bons principes de vie, mais nos enfants vont voir aussi comment nous gérons ce confinement, la frustration, la colère, l'angoisse. Et je pense que ça va être important pour nous de ne pas oublier, que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants, s'ils sont à côté de nous, nous devons faire des efforts et faire attention au modèle que nous allons donner. Oui, c'est une expérience nouvelle, oui, à la fois pour les parents et pour les enfants. Ah, tout à fait. Donc, comment on peut accompagner les enfants en découvrant en même temps cette expérience, comment on peut les aider à la vivre le mieux possible, à en tirer pour la suite de leur vie ce dont ils auront besoin pour les situations suivantes. J'ai envie de dire aux parents, écoutez-les. Et c'est un chapitre que j'avais rajouté dans mon livre L'enfant précoce aujourd'hui, l'accompagner, le préparer au monde de demain. J'avais fait un chapitre sur ce que les parents voudraient que leur enfant précoce sache et un chapitre sur ce que les enfants précoces voudraient que leurs parents sachent. Et j'avais trouvé ça très important parce que c'est ce que les enfants m'avaient dit. Mais j'ai envie de dire que dans cette période, certains parents vont essayer de parler à l'enfant, d'enseigner des choses à l'enfant. Et moi, je dirais que c'est une période qui est tout aussi importante pour les écouter, les observer et apprendre à les connaître. Parce que nous pouvons parfois avoir l'impression qu'en ayant lu des livres sur la précocité ou qu'en ayant lu des livres de pédagogie ou autre, nous savons ce que c'est qu'un enfant. Mais le nôtre, il est unique. Le nôtre n'est pas exactement ce qui est dans le livre. Si on ne l'écoute pas, on passe à côté. Donc le confinement nous permet d'écouter. Voilà encore une richesse du confinement. De provoquer de l'échange là où il n'y en aurait pas forcément eu, chacun étant pris dans son quotidien, en quelque sorte, son quotidien d'enfant. Tout à fait. Voilà, et puis le parent rentre tard à la maison, il est pressé, il fait réciter les leçons, on dîne, et puis c'est l'heure de se brosser les dents, on va se coucher, et puis on ne s'est rien dit de fondamental. Alors, j'ai des parents qui, dans les questions qui nous sont posées, qui s'interrogent sur le retour des enfants à l'école, avec ce sentiment de peur d'attraper le virus, cette responsabilité qu'on peut avoir en rentrant de l'école de contaminer sa famille. Comment vous conseilleriez d'aborder cette question avec les enfants? Alors, d'abord, moi, je conseillerais aux parents d'agir en leur âme et conscience. Veulent-ils renvoyer leur enfant à l'école le premier jour ou pas? On a bien précisé que ce ne serait pas obligatoire. Et je pense que, quelle que soit la décision, que ce soit de garder l'enfant plus longtemps à la maison ou de l'envoyer à l'école, il est important que le parent parle des raisons de son choix. Parce que l'enfant comprendra mieux et se sentira plus en sécurité s'il comprend pourquoi le parent a pris cette décision de l'envoyer à l'école ou de le garder à la maison. Et il gérera mieux la situation, il la gérera avec moins d'angoisse. S'il l'envoie, il va lui donner des consignes. Il va lui donner des consignes de sécurité, mais en même temps, il va lui dire « je fais confiance en ton enseignant, je fais confiance en toi pour bien continuer à respecter les consignes que nous t'avons données. » C'est très important. S'il le garde à la maison, il lui dira « ce n'est pas une punition, nous ne voulons pas te séparer de tes petits amis, nous ne voulons pas te priver d'école, mais nous avons besoin d'avoir plus d'informations pour nous sentir en sécurité et pouvoir t'envoyer là sans crainte. » Voilà. Que l'enfant puisse partir sans angoisse. Est-ce que dans ce cas-là, ça ne serait pas une forme de... ça ne risquerait pas d'être perçu, pardon, comme une forme de défiance
à l'égard des personnes qui sont censées savoir, à l'égard des enseignants, à l'égard de... Non, puisque les parents peuvent bien souligner qu'il y a cette liberté, qu'elle a été donnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation le premier jour de tous retourner à l'école. Et qu'on va tâtonner, on va chercher la meilleure manière de le faire jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, quelque chose qui nous protégera cette fois-là d'une façon vraiment sûre. Je crois que le parent peut souligner qu'il a un rôle lui aussi, que son rôle c'est de protéger son enfant et de s'informer, de tenir compte des informations qui sont à sa disposition pour protéger au mieux son enfant. En expliquant que bien sûr, chacun les différents parents risquent de prendre des décisions différentes. Chacun en aimant l'enfant et en le faisant en son âme et conscience. Le déconfinement, comment l'aborder positivement, sans peur inutile? Je crois qu'on le prépare. De toute façon, on va le préparer avant de... Hein. C'est un peu comme le retour à l'école. On va pas attendre. On va s'y préparer psychologiquement. On va s'y préparer matériellement aussi. Je crois qu'on va s'y préparer au travers des contacts que nous aurons eus, que nous allons avoir, que ce soit avec notre milieu de travail ou avec nos proches. Je pense vraiment que ça doit se faire progressivement et ça doit se faire en amont. On ne peut pas tout d'un coup, à 8h du matin, téléphoner à quelqu'un en disant « Coucou, je suis en bas de ton immeuble, tu descends prendre un petit café avec moi » mais les cafés ne seront pas ouverts. Je veux dire, nous avons besoin, et c'est là, je pense, qui va être très important, c'est que nous allons devoir respecter le fait que les autres ne vont pas nécessairement réagir comme nous au déconfinement. Il va y avoir des personnes qui sont plus angoissées que d'autres. Il va y avoir des personnes qui auront plus de mal à gérer les incertitudes de cette sortie. Et nous allons devoir être empathiques, tolérants et faire preuve de générosité à l'égard de l'autre. Nous n'avons pas à les juger. Nous avons à chercher à les comprendre parce que nos raisons peuvent être bonnes pour nous, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes pour l'autre. Très bien. Alors j'ai un message personnel à vous transmettre. Oui. D'Olivier Revol. Oui. Qui vous dit bravo et merci Monique de nous rappeler que confiner signifie à la fois reléguer et être à côté. Exactement. J'ai dit bien bonsoir Olivier Revol et je suis très heureuse de son message. Voilà. Voilà. J'avais une question tout à l'heure, alors je reviens un petit peu en arrière. On laisse les enfants 2 minutes et... oui, nous ne les abandonnons pas. On ne les abandonne pas, on les retrouvera tout à l'heure. J'avais une question que j'avais laissée en suspens, parce que les choses se sont enchaînées autrement, à propos de la question du confinement et du déconfinement. Et d'une personne qui mettait ça en lien avec le faux self. Oui, alors c'est-à-dire, vous me faites penser à quelque chose que j'aimerais aborder aussi, dont on n'a pas parlé. Alors, moi je pense que certaines personnes vont effectivement présenter une certaine façade à ce moment-là. Elles vont se croire dans l'obligation de donner à l'autre ce qu'il croit qu'il attend. Et j'ai envie de dire à ces personnes, essayez autant que se peut de ne pas faire cela. Vous n'êtes pas obligé, dès le retour au travail, d'avouer devant tout le monde que vous êtes mort d'angoisse et que dans les faits, vous ne supportez pas l'idée qu'il soit assis à côté de vous. Mais bien évidemment, en respectant certaines règles, nous pouvons quand même être nous-mêmes. Je crois qu'on n'a pas à jouer un rôle. Si nous nous sentons dans l'obligation de jouer un rôle, moi j'inciterai la personne à se demander pourquoi. Que craint-elle? Est-ce qu'elle craint le rejet de l'autre? Est-ce qu'elle craint la perte d'estime de l'autre? Ce serait quand même dommage de se mettre dans une situation
de quasi-crise de panique parce qu'on est allé trop loin et qu'on n'a pas su respecter nos limites. Hein, tout simplement pour prouver à l'autre qu'on était sans peur et que on était cool et qu'on avait tout compris. Non, la vie est trop chère. Je pensais, je ne sais pas Didier si ça vous intéresse, mais moi j'ai été frappée dès le début du confinement et les réactions des personnes, que dans les faits ce confinement allait nous inciter à effectuer un travail de deuil. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a parlé des étapes par lesquelles nous passions lorsque on accomplissait ce deuil. Et par les réactions, j'ai effectivement constaté que le premier, le choc et le déni, alors là, on a vu un nombre de personnes qui, au début, ont dit « oui, ça va rester en Chine, chez nous, ça n'arrivera jamais. » Bon, c'est la grippette, voilà. Après, il y a eu la colère. Une véritable colère, et moi je l'ai même entendu encore aujourd'hui par quelqu'un qui l'exprimait, je suis en colère parce que je ne peux pas faire mes projets d'été, je suis en colère parce que je ne peux pas me marier, je suis en colère parce que ci, parce que là. Cette fameuse phase de la négociation, je dirais, c'est un petit peu ce qui a amené certaines personnes à jouer un peu sur les deux registres. Bon, je vais bien essayer de faire ce que vous me dites, hein, mais quand même... la dépression et la douleur, oui, il y a vraiment des gens qui se sont gravement déprimés, qui ont dû demander de l'aide, qui ont même demandé, pour certains, à être hospitalisés, non pas parce qu'ils craignaient le virus, mais parce qu'ils étaient trop anxieux, c'est arrivé. Et puis, il y a ceux qui ont pu déjà arriver à cette phase de l'acceptation, hein, c'est-à-dire, oui, nous ne sommes pas tout puissants. Oui, il y a des choses sur lesquelles nous sommes ignorants. Oui, nous avons à nous adapter à quelque chose d'inattendu et je vais essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Alors, à ces 5 étapes, on peut aujourd'hui en rajouter une autre. Moi, je pense qu'il sera l'étape de la recherche de sens. Parce que alors là, s'il y a vraiment quelque chose qui met notre vie en danger, ce quelque chose nous interpelle directement sur le sens de notre vie et sur ce que nous n'avons pas fait, ce que nous aurions voulu faire, ce que nous avons encore le temps de faire pour donner sens à cette vie et pour contribuer aussi modestement que possible. Il n'y a pas de contribution extraordinaire et de contribution sans importance. Nous contribuons tous de façon importante aujourd'hui. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir une influence, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. Oui. Le Dalai Lama propose ça, paraît-il. Oui, mais je crois que nous l'oublions parce que nous avons des idéaux, nous avons des fantasmes, et bien évidemment, celui qui va inventer le vaccin va avoir une contribution indéniable, magistrale. Mais celui qui rend possible d'avoir notre pain le matin, celui qui rend possible de recevoir des médicaments, tout le monde est fondamental aujourd'hui et c'est ce que nous réalisons. Alors il y a, puisqu'on parle de deuil, une question qui est posée par rapport à ça, comment vivre les deuils dans les conditions actuelles. C'est effectivement absolument dramatique parce que on sait combien il est important pour les personnes d'avoir pu être présent auprès d'un être cher qui est mourant, qui meurt. Après, on sait combien il est important d'avoir ce temps où ces fameuses veillées, culturellement, chez nous, elles tiennent une place très importante. Il y a des étapes qui sont brûlées. Moi, j'ai une jeune patiente qui a appris du jour au lendemain que son père qui vivait à l'étranger était mort, vivant dans un pays où on enterre les gens rapidement. En 5 heures, la situation était réglée. Il n'y a pas eu d'annonce de sa mort, il n'y a pas eu de cérémonie religieuse, il n'y a pas eu de présence. Je veux dire, nous sommes face à des situations absolument cruelles et peut-être que modestement, nous pouvons essayer d'aider ceux qui sont dans cette situation en leur permettant d'en parler, en leur permettant d'évoquer toutes les images plus ou moins pénibles qu'ils vont avoir par rapport à cet événement
peut-être pour essayer très modestement de suppléer à ce qui aurait dû se passer dans la réalité, qui n'a pas pu, mais qui au moins a pu se représenter par un film intérieur. Je ne sais pas. Je suis aussi démunie qu'eux. Il me semble que c'est quelque chose, c'est minime, mais peut-être cela pourrait aider les personnes. Mais oui, ça va être un deuil très difficile. J'ai une amie avec qui je discutais hier soir et qui imaginait proposer des cimetières virtuels, c'est-à-dire des endroits où évoquer les personnes disparues quand on n'a pas pu les accompagner, et puis s'y retrouver en quelque sorte autour d'images de la personne disparue et échanger ensemble sur les moments de vie, sur bien sûr. la douleur qu'on peut ressentir, etc. Oui, c'est fondamental. Intéressante. Je pense que toute idée que les personnes qui ont suivi cela sont prêtes à partager sont les bienvenues, parce que nous sentons tous démunis par rapport à une telle situation. Est-ce que vous pensez que les effets du confinement sont proches de ceux du stress post-traumatique, ou est-ce que on a écrit, oui, certaines personnes ont écrit là-dessus. Je dois dire que nous n'avons pas encore d'études, bien sûr, là-dessus, et nous comprenons pourquoi. Il est vrai que plus un confinement dure, plus il est mal vécu, plus il va avoir des conséquences, hein, on le sait. Et c'est pour ça que, pour qu'il soit le moins traumatisant possible, préserver les liens par n'importe quel biais est important. Préserver des liens avec d'autres, quand bien même par téléphone virtuel ou à distance, est vraiment essentiel. Alors, il y a un petit message de colère sur les contre-informations qui jalonnent les journaux, le manque de confiance en la parole officielle actuellement ne permettent pas d'envisager facilement le déconfinement. C'est vrai. Raté d'informations. Alors, le problème, c'est que, oui, mais le problème, c'est que nous sommes dans une situation où personne ne sait. Personne ne peut savoir, même avec la meilleure intention. Oui, on peut prendre des décisions sur des mesures de sécurité et tout ça. Mais personne ne sait le temps qu'il faudra pour avoir des tests valables, un vaccin, les conséquences, et est-ce que nous sommes immunisés une fois que nous l'avons eu. Enfin, les questions sont toutes ouvertes. Donc nous ne pouvons être que frustrés par des informations contradictoires, par des, je dirais, des critiques, bien évidemment, d'informations données. Et plus on écoute de sources d'informations, je veux dire, plus on devient fou, parce que alors, on doit choisir. Moi, je pense que pour éviter quand même une angoisse majeure, il faut choisir un petit nombre de sources fiables et rester conscient que nous ne pouvons pas être en colère contre ceux qui ne savent pas, parce qu'ils sont dans la même situation. Bien sûr, il y a des positions politiques, il y a des décisions politiques à prendre, c'est évident. Mais la colère, aujourd'hui, va s'exprimer spontanément contre tous ceux qui prennent la parole, puisque de toute façon, ils vont être frustrants, ils ne vont pas nous donner ce que nous attendons, c'est-à-dire la réponse. On n'en a pas. De toute façon, on n'a pas de réponse définie, claire et ferme aujourd'hui. Ah ben oui, c'est une époque qui va nous permettre de consolider notre résilience si on ne l'a pas déjà fait. Parce que nous fait ce confort de découvrir de toute façon que même si le confinement arrive à un terme, quel terme? Est-il partiel, pas partiel? Enfin, il est redéfinissable. Certains pays sont en train de reconfiner après avoir déconfiné. Nous sommes obligés d'être souples et adaptables. C'est peut-être du deuil de ce monde, en tout cas de cette représentation du monde,
Oui. qu'il va peut-être s'agir à l'avenir d'un monde où on était pétri de certitude d'une certaine Ah, manière, bien évidemment, oui, oui. de croissance infinie, etc. Et pour entrer dans un monde de doute, d'incertitude, Et euh, d'accepter, et d'accepter d'accepter cette tout ça, oui, position c'est de ne, ça. de ne pas avoir certaines réponses, que ce Oui, soit celle-ci ou une autre d'ailleurs, hein. C'est-à-dire parce que c'est notre condition humaine, c'est que nous allons, in fine, quand même, rester sans réponse mhm, par rapport à tout un nombre de choses. Et je crois qu'il y a une certaine sagesse, ce qui ne veut pas dire que nous devons cultiver l'ignorance et se dire que, oui, bien puisqu'on ne peut sûr. pas avoir la réponse, ne cherchons plus. Mais oui, une certaine tolérance, une certaine souplesse et surtout le courage de continuer et de chercher. Oui. Mhm. Oui. Alors, pour revenir un petit peu vers nos enfants Oui. et vers la situation présente, euh, euh, on a évoqué tout à l'heure les enfants au potentiel intellectuel, hein, Oui. de la relation qu'ils peuvent avoir à l'école. Alors j'ai Oui. une personne qui a laissé un message tout à l'heure pour dire que elle avait un enfant ou un enfant, je ne sais plus, qui avait tendance à être décrocheur. Oui. Et cette situation d'être éloigné de l'école avait plutôt tendance à la raccrocher, à Oui. Oui. redonner du sens Oui, parce qu'ils à leur travaillent à vie leur rythme. scolaire. Voilà, Oui. ils retravaillent à leur rythme. Ils peuvent redécouvrir. C'est vrai, c'est très important. Certains enfants, loin de décrocher, ont mieux investi d'abord parce que les parents ont aussi investi. Tout un nombre de Juste. parents ont montré que c'était important. Or, dans la vie quotidienne, c'est dépêche-toi, récite-moi tes leçons, oui, t'as fait tes devoirs, bon, d'accord, très bien, merci. Et puis, on n'a pas le temps. Tandis que là, il y a vraiment des parents qui se sont mobilisés, qui ont pris du temps, qui ont veillé à cela et qui ont montré l'importance de la chose. Et le fait que ça ne prenne pas nécessairement 8 heures par jour, mais que ça puisse se faire fractionner différemment et à leur rythme. Et ça, c'est très important pour les enfants précoces, hein, leur rythme. Mais pour les enfants précoces, moi, j'avais envie de ressouligner quelque chose qui fera sourire Olivier, c'est que dans cette situation de coronavirus avec leurs questions, les parents ne doivent jamais oublier le décalage entre leur maturité intellectuelle et leur maturité affective. Hein, et qu'ils ne peuvent pas savoir vraiment comment leur enfant gère la situation s'ils n'ont pas pris le temps de l'écouter. Parce que affectivement, ils peuvent être totalement démunis, même si intellectuellement, il y a tout un nombre de choses qu'ils peuvent comprendre sur la situation. Tout à fait. Olivier Revol continue de vous écrire. Hein. D'ailleurs, vous dit que vous conjuguez superbement confinement et apaisement. Il a raison, et vous avez raison, la très grande majorité de nos jeunes patients HP avouent vivre un moment d'exception dans cette situation de confinement, vivent quelque chose d'exceptionnel, littéralement, quoi. C'est toujours assez passionnant. Ils sont plutôt préoccupés par le jour d'après. Alors, c'est important que vous souligniez le jour d'après parce que j'ai envie de dire que le confinement nous apprend quand même une chose, c'est la valeur du jour présent. Nous avons tendance à trop vivre nos vies soit dans le passé ou dans l'avenir. Et nous oublions que dans les faits, ce qui nous appartient et ce sur quoi nous pouvons avoir un impact, c'est le présent. Et que ce présent est vraiment une très grande valeur et j'espère que personne ne l'oubliera. Parce que quand on court toute la semaine et qu'on se dit oui, mais heureusement il y aura le week-end ou heureusement je partirai à tel endroit cet été, non, la vie c'est tous les jours et c'est ce à quoi nous devons faire attention. Tout à fait. Et actuellement, comment on peut aider les parents à mieux gérer la situation avec ces enfants enfermés? Ah, alors, oui, mais c'est peut-être l'occasion pour les parents de montrer à leurs enfants qu'on peut être, j'allais dire, enfermé dans notre corps, mais pas dans notre tête.
On peut nous demander de... C'est pareil en classe, hein, qu'ils prennent note, les petits. En classe, si on s'ennuie dans la tête, on peut quand même aller faire quelques petites balades aussi pour survivre. Eh bien, nous pouvons ouvrir nos portes et nos fenêtres en nous montrant créatifs, en puisant dans nos ressources internes, en redécouvrant le dessin, la musique, le chant, la danse, l'écriture, la cuisine, je ne sais. C'est-à-dire que nous avons de multiples manières de sortir par des activités qui ne nécessitent pas nécessairement de faire des kilomètres. Et pourtant, j'aime beaucoup marcher et je sais que la plupart des personnes ont aussi ce besoin d'une activité physique. À ce moment-là, on essaye de le faire. Moi, je vais vous faire rire, à Paris, pour garder une activité physique, on monte et on descend les escaliers de l'immeuble, par exemple. Ça paraît complètement idiot, mais si l'on ne peut pas faire autrement, eh bien, utilisons les moindres choses que nous avons pour sentir que physiquement nous ne sommes pas bloqués, mais surtout libérons-nous dans notre tête. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est un certain nombre à avoir la chance de pouvoir sortir, parce qu'on a un jardin. Moi, je vais courir tous les matins en ce moment. Le temps possible, et puis dans un périmètre en raccord avec les contraintes actuelles. Mais courir au milieu des arbres le matin, c'est quand même un bonheur dont... Je vous envie, je vous envie. Que je savoure tous les jours, je le reconnais bien volontiers. Je comprends tout à fait qu'on puisse monter et descendre les escaliers de son immeuble. Voilà. Il y a une personne qui revient sur les rythmes scolaires et sur le rythme de travail, plus exactement, et qui nous dit qu'effectivement, ils travaillent à leur rythme en ce moment, nos chers enfants à haut potentiel intellectuel, et que c'est ça qui est confortable pour eux. Ce qui peut amener un peu d'inquiétude quant au moment où ils devront retourner à l'école et reprendre le rythme scolaire, disons, comment on va pouvoir gérer ça. Alors, disons qu'on peut quand même faire un certain emploi du temps, qui est que dans la matinée, il y a tant de temps consacré par exemple à un travail d'école, et puis ce temps consacré à une autre activité. Vous voyez, garder un emploi du temps qui va faire que l'enfant sera occupé et la journée sera structurée. Mais moi, je souriais quand vous parliez du rythme et de ces enfants qui sont enfin heureux s'ils peuvent travailler à leur rythme. Et tous les adultes surdoués qui ont fini leur travail au bout d'1h30 le matin au bureau et qui se disent « bon, il reste encore tant d'heures, je me mets sur mon ordinateur ou je mets mes écouteurs et je vais essayer de survivre. » Parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on attend. Au bureau. C'est dans mes pensées. Oui. Oui. Je pensais aux adultes également, effectivement, qui peuvent travailler à leur rythme. Oui, tout à fait. J'ai plusieurs interventions sur ce sujet-là, du fait que les enfants puissent travailler à leur rythme, puis creuser des questions sur Internet de manière un peu plus libre que d'habitude, utiliser leurs écrans de manière intelligente. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque que le décalage soit encore plus important au retour à l'école? C'est possible. C'est possible. Mais nous savons que de toute façon, sur un plan pédagogique, il y a beaucoup de questions à se poser aujourd'hui et que il est possible aussi que les enseignants aient eu certaines idées sur comment gérer ce retour, comment rendre les journées plus vivantes, comment ils ont leurs contraintes, bien évidemment, et ils ne peuvent pas faire uniquement un programme qui serait le leur, mais certains enseignants savent varier les activités de manière à garder un certain rythme, d'autres sont plus classiques. Nous aurons peut-être un jour des pédagogies différentes ou des
possibilité d'accélération de rythme ou d'approfondissement du questionnement des différents sujets. Mais c'est une vraie interrogation que j'ai eue à certains moments de ce confinement. Alors, je suis plus concerné, hein, mes enfants sont suffisamment grands pour que je sois plus préoccupé par la chose scolaire. Oui. Néanmoins, je l'ai été à un moment et avec des difficultés assez importantes avec un de mes enfants que j'ai dû déscolariser. Et du coup, ça m'amène à réfléchir un petit peu à ces questions-là. Et je me demandais, il y a quelques jours, si dans la situation que j'ai connue à ce moment-là, si cette situation-là, c'était de confinement, hein, d'arrêt des classes, d'interrogation sur le fait de les renvoyer ou pas dans le rythme scolaire, je me demandais si je n'aurais pas saisi cette occasion pour changer totalement de pédagogie et puis partir complètement sur autre chose, du coup légitimé par cette situation. Cette situation va de toute façon soulever les questions de, je dirais, de pédagogie adaptée aux besoins de l'élève. Les enfants, 30 enfants n'ont pas tous le même besoin. Il peut y avoir un programme national de base et puis des manières différentes de gérer, je dirais, les matières. Et là, peut-être que, justement, certaines questions vont enfin pouvoir être posées entre enseignants et ça reste vraiment à voir. Il y a un gros travail à faire. Maintenant, je pense que les entreprises vont devoir se poser les questions aussi parce que tout un nombre de personnes ont découvert, je suis désolée, je passe des petits aux grands, mais les personnes ont découvert les avantages du télétravail. Et le fait de ne pas avoir 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, le fait de pouvoir faire les choses en partie en dehors des réunions à leur rythme. Et ça a été une grande découverte et je pense que certains auront beaucoup de mal à retourner au bureau avec des heures précises de présence, comme l'enfant à l'école. Donc, et puis on a découvert aussi qu'on n'avait peut-être pas besoin d'immeubles de 52 étages de bureaux, qu'après tout, on pouvait aussi travailler en étant chez soi. Donc notre société peut apprendre quelque chose ou tout au moins déjà commencer à changer certaines choses. À la fois au niveau de l'entreprise, pour ce qui va concerner les adultes, mais aussi au niveau des écoles pour les enfants. C'est la réflexion que faisait Jean-François Laurent, qui est ce soir aussi, et qui disait que c'était nouveau pour les enseignants également, cette situation, et que ça peut être l'occasion de s'intéresser au processus, d'encourager au maximum les enfants et peut-être de revoir des choses sur la manière dont l'enseignement est transmis prodigué aujourd'hui. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. C'est beaucoup d'opportunités. Ah, tout à fait, mais c'est pour ça que je pense. Aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça soulève énormément de questions. Ça nous, je crois qu'on peut vraiment ressortir enrichi de cet épisode qui, au départ, a pu susciter de la frustration, de la colère. J'ai envie de dire, nous ne perdons pas notre temps. Mais alors, peut-être que certains sont plus privés que d'autres de ressources. Vous parliez, par exemple, de la possibilité de sortir et de varier vos rythmes. D'autres ne l'ont pas et d'autres sont dans la transgression totale en prenant des risques parce qu'ils ne supportent pas du tout les conditions dans lesquelles ils doivent rester. On en voit aussi. J'en croise parfois le matin en courant, malheureusement. Oui. Alors, j'ai une personne qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure et qui disait que face à l'impulsivité de sa fille à haut potentiel,
Oui, le confinement donne le temps de travailler plus en profondeur oui, des compétences transversales, oui. repérer des décrochages, la maintenir dans l'effort jusqu'au bout. Bravo, c'est très bien. Oui, Et, et nous aussi, parents, avons souffert des fiches identiques pendant 2, 3 semaines. C'est là qu'on oui, se rend compte de la difficulté de nos enfants à oui, faire face à ces répétitions formatées. oui, oui, tout à fait. Oui, Oui, j'avais lu dans plusieurs fois, d'ailleurs dans des bouquins sur le haut potentiel, que pour s'assurer qu'une notion nouvelle est intégrée dans une classe, on va la répéter 6 à 8 fois. Alors que pour un enfant au potentiel, une à 2 fois va suffire. oui, tout à fait. Et Oui. après, on va être dans des répétitions qui vont juste faire décrocher, quoi. Oui, qui vont les démotiver, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Oui, et Je- puis permettre aussi peut-être, moi, il y a une chose qui m'interpelle toujours, c'est l'enfant, et en primaire, hein, l'enfant qui a des, surtout en mathématiques, qui a des réponses systématiques. J'ai vu cette année un jeune qui fait les divisions de tête. Mhm. Vous lui donnez une division, il vous donne le résultat. Il ne sait pas comment il le fait, mais il vous trouve le résultat juste. Mhm. Et la maîtresse lui met systématiquement 0 parce qu'il n'arrive pas à poser les soustractions, comme il doit le faire lorsqu'il rédige sa division. Mais nous pourrions peut-être quand même essayer, par curiosité, d'envisager comment, de quelle façon l'un et l'autre nous imaginons le chemin qui va nous amener à notre réponse, au lieu de nous dire on doit impérativement le faire comme ça. Si comme ça marche pour certains, bravo, très bien. Et pour d'autres, peut-être qu'ils vont nous enrichir et nous permettre de trouver des petits trucs tout bêtes et qui nous rendront service aussi. Mhm. Mais ce n'est pas inclus. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment accepté. Aujourd'hui, nous avons un mode d'emploi que nous devons respecter. C'est susceptible peut-être d'évoluer. Très bien. Bah, écoutez, je pense que de cette expérience, on en Bon, sortira donc, la solitude, enrichi. hein, ce n'est pas une fatalité. Nous Mhm. pouvons en sortir. Le confinement est quelque chose. Et il y a de multiples étapes qui nous permettent d'en sortir. Surtout ne pas s'enfermer et s'isoler systématiquement. Le confinement, je pense que nous avons vu à quel point il peut, pour en finir, être enrichissant et ce ne sera pas Mhm. une période perdue. Mhm. Notre société est en pleine évolution et chacun a un rôle à jouer pour lui permettre d'évoluer aussi positivement que possible. Mhm. Oui, ça va être long, oui, ça va être frustrant, oui, on sera en désaccord parfois, mais pourquoi pas? En dehors je veux dire, ces désaccords vont nous permettre d'affiner notre pensée, donc il ne faut pas en avoir peur. Euh, je, je On n'aura certainement pas tout dit. Il reste des tas de questions à soulever sur Mhm. le sujet. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un petit tour d'horizon Oui, intéressant. Euh, intéressant. Voilà. Peut-être juste une dernière. Hmm. Comment, parce que je l'ai croisée tout à l'heure, puis je l'avais oubliée, donc elle me revient. Comment, comment apprendre d'une certaine manière, chacun en soi en quelque sorte, Hmm. à accepter et à gérer l'incertitude quand on a autant voulu vivre de certitude pendant longtemps. Oui, mais peut-être que nous pouvons puiser dans la vie de chacun des exemples de situations où la personne ne s'est pas posé la question, mais dans les faits était dans l'incertitude. De multiples occasions. Nous l'avons fait. On s'est contenté de ne pas se poser la question. On a réagi peut-être de manière instinctive, mais on peut peut-être rechercher ce type d'exemple et puis apprivoiser l'incertitude en imaginant certaines situations et en se disant, mais au fond, quel questionnement ça suscite, quel type de réponse, farfelu ou pas, ça peut m'inciter à donner et découvrir que l'incertitude, en fait, en nous incitant à poser des questions, nous oblige à chercher des réponses et parfois
des réponses qui vont nous surprendre, plutôt que la réponse donnée partout. Mais ça, je dirais, je pense qu'on n'apprend rien aux surdoués, parce que d'une manière ou d'une autre, leur questionnement va continuer, ils savent que de question en question, nous n'avons pas tant de certitude que ça. Les autres, on peut les accompagner, les guider un petit peu et leur montrer que ça ne fait pas peur, un peu comme pour les enfants quand on leur apprend à marcher dans le noir, en leur expliquant que non, bon, on ne sait pas tout, on fait attention, mais ce que suggérait Jean-François Laurent pouvait être d'en profiter pour développer la curiosité. Oui, mais oui, c'est pareil. Ça pourrait être un bon levier. Oui, tout à fait, exactement, c'est un très bon levier. Je vous propose qu'on reste sur ce levier comme mot de la fin. Parfait, très bien. J'étais ravie de toutes vos questions. Vraiment, j'ai trouvé cette expérience très agréable, et les questions posées aussi par vos participants, oui, qui nous ont permis de reprendre des points que nous n'avions pas du tout évoqués spontanément. Donc ça, c'est très bien. Merci Je suis très heureuse de cette expérience. Je vous remercie de m'avoir invitée. Merci infiniment de tout ça, madame. Et puis, peut-être une autre... Nous aurons peut-être l'occasion de nous voir réellement.